Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Toujours quel souvenir de voir George Steiner avec son espièglerie. L'avenir va être absolument passionnant. Il ne croyait pas si bien dire. D'ailleurs, passionnant, je ne sais pas. À l'évocation de Simone Veil ici, évidemment, on pense à l'actualité de notre temps. Tiens, le mot temps donc est lâché. Je disais tout à l'heure prendre le temps. Quelle drôle d'idée qu'aujourd'hui d'essayer de réfléchir sur cette notion de prendre le temps. Nous qui disons de plus en plus que nous n'en avons pas, que nous n'en avons plus, que nous en manquons, qu'il nous a été enlevé pendant la Covid, qu'on l'a retrouvé mais qu'on ne sait plus quoi en faire depuis que la Covid a l'air de diminuer, quoique, attention, ça a l'air de repartir. Donc ce temps-là, auquel nous ne pensons jamais que pour nous plaindre de ne pas en avoir assez, quel est-il quand on est artisan, sellier, maroquinier? Qu'en est-il quand on est... Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, hein. Quand on est directeur général pôle amont et participation d'Hermès, mais il va nous le dire. Voilà, qu'en est-il de toutes ces questions-là? Sachant que la table ronde aujourd'hui, ici, est intitulée « Le temps, matière première des savoir-faire »,
Le sous-titre, déjà, nous aide beaucoup à savoir à quoi nous allons réfléchir, si on s'attarde même aux mots que nous allons essayer de décrypter pour mieux cerner cette question du temps, en quoi le temps est une plus-value, en quoi le temps est un ennemi, en quoi le temps est un ralentisseur ou en quoi le temps est-il une protection. Toutes ces questions-là, nous allons les poser. Bonjour Blandine Hubert. Vous êtes artisan sellier maroquinier chez Hermès. Et donc bonjour à vous Guillaume de Seine, directeur général Paul Hamon. C'est qui? C'est qui cette Paul Hamon? Ça veut dire que je supervise les activités de fabrication de la maison en fait. Voilà. Et participation que vous Participation, ça veut dire que je m'occupe également des sociétés que nous contrôlons mais qui ne sont pas Hermès, par exemple les cristalleries de Saint-Louis ou des choses comme ça, John Lobb, voilà. Enfin, ça veut dire que vous êtes un grand chef de la maison. Oui, on peut dire ça. Alors ce que ça ne dit pas, première question quand même, ce que ça ne dit pas complètement, c'est que vous êtes l'arrière-arrière-petit-fils du patron, du fondateur de la maison Hermès. Donc c'est un temps long, on est quoi maintenant, 6e, 7e génération? 6e génération. Est-ce que ce temps-là de l'histoire, d'une histoire prestigieuse, est-ce que ça pèse? Est-ce que ça encourage? Est-ce que ça intimide? Est-ce que ça a pu vous inspirer de la rébellion? Je ne sais pas. C'est quoi ce temps long d'être l'arrière-arrière-petit-fils d'une maison qui existe toujours au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré et partout ailleurs dans le monde? Je pense que ça inspire surtout. En effet, avec mes cousins, nous représentons la 6e génération de cette famille qui ne s'appelle plus Hermès puisque notre arrière-grand-père a eu 3 filles. Et chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Quand je dis ça inspire, l'exemple de justement cet arrière-grand-père qui s'appelait Émile Hermès est fondamental puisque c'est l'homme qui, bien sûr, voyant que l'automobile remplaçait le cheval, après la guerre de 14 notamment, cette maison a été fondée, donc était un fabricant de harnais, puis s'est étendu à l'activité des selles, mais toute l'activité de la maison Hermès jusqu'en 1920 était tournée vers le cheval. Et Émile Hermès a eu ce coup génial, cette intuition géniale ou cette audace de se dire je ne vais pas être pessimiste ou être passéiste ou me recroqueviller, je vais proposer de nouveaux objets mais en capitalisant sur le savoir-faire de mes ateliers, c'est-à-dire, et c'est pour ça que nos artisans, Blandine en parlera, sont des selliers maroquiniers, même s'ils ne fabriquent pas de sel. Il y en a certains qui fabriquent des sels, mais parce que ces savoir-faire, ces techniques sont les techniques du métier de sellier. Et il a commencé dans les années 20 à proposer des sacs, des bagages, un certain nombre d'objets. Je vous coupe. Ça veut dire qu'il a donc voulu être de son temps. Alors, absolument. C'était un homme assez extraordinaire puisque, en même temps qu'il opérait cette révolution, il était dans une logique de proposer des objets fonctionnels et des objets qui accompagnaient l'évolution des mœurs. Et vous savez que les années 20, évidemment, après la guerre de 14, a été une époque de très grands bouleversements, avec notamment un élément qu'on a un peu oublié, c'est que les femmes, ayant pris beaucoup plus de responsabilités pendant la guerre, beaucoup se retrouvant seules, parce qu'il y a eu des pertes énormes, sont devenues beaucoup plus autonomes. Et un sac Hermès dans les années 20, c'est un sac qui contient beaucoup de choses. Le sac de dame avant la guerre de 14, les femmes d'un certain milieu, d'une certaine bourgeoisie ou aristocratie n'avaient pas d'argent sur elles. C'était le mari qui payait tout, ou alors elle se faisait accompagner par une femme de chambre, etc. Après les années 20, la femme devient beaucoup plus indépendante. Et les sacs Hermès accompagnent cette évolution. Ils doivent être pratiques. Comment ? Ils doivent être pratiques. Et voilà, fonctionnalité de l'objet. Et puis, il avait découvert aux États-Unis pendant la guerre, il avait été envoyé par l'armée française pour trouver des équipements pour la cavalerie. Et il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la fermeture éclair. Et le premier sac Hermès, tout le monde a oublié ça, mais pas nous. Le premier sac Hermès, c'est un sac de 1923 qui s'appelle aujourd'hui, parce qu'il est toujours en collection, le sac Bolide, et qui est un sac très sobre, très moderne de ligne, avec une fermeture éclair. Et sans doute, Hermès a été le premier à appliquer, à utiliser la fermeture éclair sur des objets de vie courante, en tout cas en France.
Donc une modernité très grande, en effet. Et qu'au fond, le bolide en question n'est jamais aujourd'hui que tous les sacs de la même nature qu'on voit, le sac polochon qu'on prend pour aller à la salle de sport, qu'ils soient en coton ou que sais-je, mais qui trouve son origine effectivement là. Blandine, vous êtes artisan sellier maroquinier chez Hermès. Ça veut dire que, pour vérifier quand même ce que dit Guillaume de Seine, parce que, hein, bon, on va prendre les mots un par un, mais quand même, ça veut dire que vous savez faire et des selles et des sacs. Alors, moi, je ne sais pas faire de selle, je fais uniquement alors pourquoi il y a marqué sellier? Je suis sellière maroquinière parce que c'est le savoir-faire, en fait. Un maroquinier, c'est quelqu'un qui sait coudre à la machine. C'est quand il y a énormément de couture machine. Un sellier, c'est une personne un artisan qui va savoir coudre à la main, et plus particulièrement avec ce qu'on appelle le point sellier. Donc c'est un seul fil pour 2 aiguilles, une aiguille à chaque bout du fil. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le point sellier, il n'est pas... Alors déjà, on a la chance qu'il ait été perpétué à travers le temps. Donc chez Hermès, on sait encore le faire, et c'est des choses qu'on nous apprend à la formation. Et surtout, l'intérêt du point sellier, c'est qu'il va apporter de la solidité au sac. Donc sur toutes les parties qui demandent à être solides, comme les poignets, les soufflets, ça va être des coutures à la main. Voilà. C'est ça le piqué sellier? Oui, c'est la couture sellier en fait. Le piqué, c'est piqué machine. Ah pardon, oui, moi oui. Non mais après il y a la pub, hein, donc on se fie au mot. Cousu sellier. Cousu sellier. Je précise que nous sommes en compagnie des camarades étudiants Nino Lévy et Brice Delamarre qui ont concocté et recueilli un nombre de questions de la part de leurs camarades et eux-mêmes d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Vous nous dites, vous êtes là, vous avez un micro, vous allez questionner, vous nous dites de votre parcours pour savoir comment on va comprendre d'où viennent les questions. Nino Lévy. Oui, alors moi c'est Nino Lévy, je suis en école d'ingénieur aujourd'hui spécialisé en design. Et moi je suis Brice Delamarre en école de commerce sur Montpellier. Et on va vous laisser la parole dans un instant pour que vous puissiez poser des questions. Et sachez que si quelqu'un ici veut poser une question, contrairement à ce qui est marqué dans mon conducteur, que évidemment je ne vais pas suivre, vous levez la main, non parce que si c'est dans le fil, pourquoi pas, vous levez la main, que j'essaie de repérer et je vous passe évidemment la parole. Moi je voudrais juste prendre les choses au mot, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va essayer de comprendre des choses qui nous sont apparemment familières, mais qui ne le sont pas tant que ça et qui posent évidemment des tas de questions. Moi je vais prendre au pied de la lettre, Blandine Hubert, accrochez-vous, hein. Donc il y a marqué artisan, sellier, maroquinier chez Hermès. Moi j'ai voulu rechercher, parce que je ne m'en souvenais pas, l'origine du mot artisan. Et je voudrais savoir si vous vous y reconnaissez. Alors j'avais complètement oublié qu'à l'origine, ça venait à la fois de l'italien artigiano, 16e siècle, et du latin médiéval artista. Et que donc en français, ancien, ces deux mots artigiano et artista sont très proches et désignent un homme de métier, ou une femme, hein, on va rajouter, de métier. La distinction entre l'artisan et l'artiste se fera plus tard au XVIIIe siècle. Et alors là, ne vous vexez pas, c'est pas moi, hein, c'est le dictionnaire, entre Grévis et Robert, où tout d'un coup, le cordonnier, bon, c'est pas le sellier, mais il est pas loin quand même, hein, le cordonnier est un artisan, et patatras, l'horloger, lui, tiens, ça me fait penser que vous avez été l'homme de la montre chez Hermès, l'horloger, lui, est un artiste. Bon, si ce n'est que ça nous rappelle que la langue est un fait social, vous vous sentez à la fois les deux. Comment vous voyez cette définition du mot artisan et du fait qu'à une époque, le mot artisan et artiste représentaient une seule et même personne? Alors, moi, je me sens plus artisan qu'artiste. J'aurais pas la prétention de me dire que je suis artiste. En revanche, c'est vrai qu'on est plusieurs artisans, mais on n'a pas tous la même personnalité. Et ça va se ressentir dans les sacs. Alors peut-être que c'est ça, le côté artiste qu'on retrouvera dans les sacs. Je sais pas. Moi, je me sens artisan avant tout parce que je travaille de mes mains et parce que j'arrive à monter un sac de A à Z à partir de morceaux qu'on me confie, de morceaux de cuir. Donc je sais pas si c'est un côté artiste. En tout cas, c'est un côté magique. Ça, c'est sûr. Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que si on regarde les petits films, dans les petits films qu'on trouve sur hermès.com, il y a un petit film sur un sellier maroquinier, je crois, hein, qui arrive dans un atelier de réparation à Hong Kong.
puis on vient le voir, on lui dit tiens, il y a une dame qui veut faire réparer le Kelly de sa grand-mère qui est morte il y a 7 ans, qui est un peu usé, il faudrait le réparer. Selon la bonne vieille devise de Dumas, le premier, Robert Dumas, disant qu'un objet de luxe, ça se répare. Donc ce sac Kelly arrive sur la table de cet artisan, et là le sac a l'air de lui parler, il le trouve, tiens, il dit ouais, je trouve ça sympa ce sac, ça me parle, il commence à l'inspecter et il se rend compte, parce que les sacs Hermès Kelly sont signés, que c'est lui qui l'a fait 15 ans auparavant à Lyon. Donc là, on est quand même devant quelque chose qui se rapproche de ce qu'est, quand on parle à un artiste, d'une œuvre que l'on reconnaît, c'est-à-dire d'une signature. C'est quoi la signature d'un sac Hermès, puisqu'elle est à la fois donc la vôtre et pas la vôtre, puisqu'elle est un sac Hermès, mais c'est quand même vous qui le faites et qui le signez. Ça va donner un petit frisson par moment de se dire oui, je suis quand même un poil artiste, ou alors, sans vouloir chercher ça, c'est la très grande noblesse du mot artisan. Ouais, c'est sûr que c'est une fierté. Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre d'histoire? Moi, ça m'est pas arrivé, non. Pas encore. Ça va venir. Ouais, voilà, c'est peut-être pour ça. C'est parce que je suis un peu jeune dans la maison. Oui, ça fait 5 ans et demi que vous êtes chez Hermès. Oui, ça fait 5 ans et demi. Mais en tout cas, oui, pour répondre à votre question, c'est vrai que il y a un côté artiste, alors moi que je ressens pas forcément comme ça, mais j'aurais envie de dire que on voit la différence. Enfin, chaque artisan peut voir son travail, mais c'est une question de détail en fait. Enfin, même des fois, j'ai l'impression qu'on sait même pas pourquoi on le reconnaît. Peut-être parce qu'on y a passé des heures dessus, qu'on a apporté du soin, qu'on y a mis un peu de notre personnalité et finalement un peu de notre âme dedans. Et ça se... Enfin, vous voyez, j'ai des frissons rien qu'en vous parlant. C'est quelque chose qui se ressent, qui n'est pas toujours explicable. Mais en tout cas, c'est vrai que ça arrive et que souvent, j'ai souvent entendu ces histoires-là de personnes qui reconnaissaient leur sac dans la rue. Et ça ne m'étonne pas tellement. Moi, ça ne m'est pas arrivé face à un client. En revanche, c'est vrai que quand on livre nos sacs, et qui sont tous au même endroit, je sais ceux que j'ai fait, enfin, j'arrive à les repérer, oui. Ouais. Mais c'est une question de détail, on en parlera plus tard, je pense, dans le débat. C'est une question vraiment de détail et de finition. Pour finir, juste de faire le dictionnaire, donc le temps, je reprends le titre, la matière première des savoir-faire, et savoir-faire dans le Robert, je vois nom masculin invariable, habileté à résoudre les problèmes pratiques, compétence, expérience dans l'exercice d'une activité. Mais accrochez-vous, entre parenthèses, synonyme, adresse, art, chic, chez Larousse. L'habileté, ça me parle. La capacité à résoudre les problèmes aussi, puisque ça, c'est l'expérience en fait qui va faire qu'on va être vraiment bon dans ce qu'on fait. Un artisan est bon, est en maîtrise de son savoir-faire à partir de 5 ans. Vous voyez, pour moi, c'est tout juste acquis. Et ça va continuer en fait à évoluer, puisque finalement, on apprend des gestes, on apprend tous les mêmes gestes, mais on va pas avoir les mêmes façons de se les approprier enfin, on va les mettre en pratique de la même façon, mais en tout cas, on va prendre de l'expérience et c'est aussi la capacité à résoudre des problèmes quand on se retrouve devant un fil qui casse. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et quelles décisions on choisit aussi de prendre pour assurer la solidité, pour que derrière on ait un client satisfait. C'est tout ça qui va jouer. Donc oui, l'habileté, la résolution de problèmes, ça me parle tout à fait, c'est mon quotidien. Et ça vous a pris combien de temps pour qu'on décide que vous soyez capable, habilité à faire un Kelly? En fait, il y a 18 mois de formation. Et en fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où on est pris chez Hermès dans la maison, c'est qu'on est capable de faire un sac de A à Z. Vous vous souvenez de votre premier Kelly? Oh oui. Vous avez mis du temps à le faire? Ah oui, j'ai mis énormément de temps. Plus de temps qu'il en faut normalement dans les codes, j'imagine, de production quand même de la maison? Oui, j'ai mis énormément de temps parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. On sait que ce premier Kelly sera destiné à une cliente. Il faut qu'il soit soigné de la même façon que si on avait 3 ou 4 ans d'expérience. Donc on prend le temps, oui. Et alors, ça, je veux savoir, moi, ça a pris combien de temps? 2, 3 mois, 6 mois, 1 an? Ça a pris, pour le sac? Oui. Pour le premier sac, j'ai mis
60 heures, je crois. Ça correspond à c'est pas pour vous embêter, Blandine, que je dis ça devant Guillaume, soyons clairs. En effet, il y a des temps qui dépendent aussi de la taille du sac, du modèle et de la pocerie. Mais pour un Kelly, c'est autour de 14 à 18 heures, on va dire, suivant la... Donc 60 heures, c'est évidemment pas le temps normal. Mais c'est parce que c'est le premier. Mais c'est le premier. Voilà. Et puis après, la courbe d'apprentissage va aussi dans l'apprentissage du rythme et des bons gestes qui font justement que le rythme peut se tenir. Oui, parce qu'alors quand même, puisqu'on parle du temps, parlons du temps que vivent les gens de l'autre côté, Guillaume de Seine, si je peux vous taquiner un petit peu, parce que d'accord, alors donc le premier Kelly de Blandine, elle met 60 heures à le faire, alors que maintenant elle doit la mettre entre 14 et 18 heures, sauf qu'il y a une cliente qui patiente, qui attend que Hermès veuille bien prendre le temps de lui fabriquer son Kelly, au moins 2 ans de liste d'attente. Quelle est donc cette maison qui s'obstine à ne pas connaître les règles fordiennes de la productivité, de la rentabilité et du travail à la chaîne pour aller plus vite et livrer le client, quoi? Alors, je vais rappeler Émile Hermès, parce que je vous ai parlé d'un voyage aux États-Unis, et ce voyage aux États-Unis, et c'est là où il a découvert la fermeture éclair sur une voiture décapotable. Il a été confronté aux usines de M. Ford, et il est revenu avec une conviction très forte, qui était... Il faut que je change, il faut que je fasse d'autres produits, mais l'organisation à la Ford, c'est pas pour moi. Et donc, il y a eu une réaffirmation. Pour quelle raison? Parce que l'organisation à la Ford, on peut en dire beaucoup de mal, selon qu'on se place dans l'échiquier idéologique, mais Ford, après tout, disait aussi qu'elle valait pour la rentabilité et donc aussi le bien-être de ses ouvriers. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord, rappelez-vous la phrase d'Henry Ford qui a dit les clients peuvent avoir la voiture qu'ils veulent pourvu qu'ils la veuillent noire. C'est l'inverse d'une diversité comme elle est vécue chez Hermès. Et puis deuxièmement, je pense qu'en termes de dignité humaine et d'intérêt du travail, on n'est pas du tout sur le même, évidemment le même registre. Même si ça a été un phénomène accélérateur de développement, certainement. Donc il est revenu avec cette... Et je dirais, génération après génération, on a réaffirmé ce point de vue très fortement. Mon grand-père s'est posé la question, qui était le gendre d'Émile Hermès, donc, puisque j'ai dit qu'il y avait 3 filles, quand notamment des concurrents sont passés à une fabrication machine intégralement. Jean-Louis Dumas s'est posé la question. Et nous, on ne se la pose plus tellement parce qu'on est convaincus de la force de ce modèle. Mais c'est vrai que ça a été une réaffirmation génération après génération. Et donc, ça veut dire qu'il a fallu instaurer comme une règle que l'impatience du client fait partie du processus. Puisque non, mais c'est assez facile. Quand on va au Faubourg, on voit bien qu'il y a des sacs en vitrine et on ne peut pas les acheter. Il y a marqué display, c'est-à-dire qu'il faut le commander. Oui, mais le succès de cette maison, et on va s'en réjouir, fait que la demande est toujours plus forte que l'offre. Non pas parce qu'on en fait une stratégie, mais parce que la règle absolue chez nous, c'est le maintien de la qualité. Et le maintien justement de cette façon de fabriquer artisanale. Donc nous recrutons des centaines de nouveaux artisans chaque année. Nous construisons un site chaque année nouveau de fabrication, en France évidemment. On ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite. C'est déjà une tension très forte. Il y a pratiquement une centaine d'artisans confirmés qui font de la formation. Donc pendant qu'ils font de la formation, ils ne font pas de sac. Donc on ne peut pas se dire on va faire 3 nouveaux sites de production par an. Parce que ça va avec le Made in France. Et je vous laisse la parole, Blandine, mais ça va avec cette question du Made in France. Obligatoirement. Alors nous avons pris comme principe que nous étions les héritiers d'une tradition manufacturière autour des métiers du cuir très ancienne, très ancrée, qui a démarré dans notre cas donc en 1837 à Paris. Et que c'était le meilleur territoire pour exprimer ces savoir-faire d'exception. Donc c'est vrai que nous réaffirmons la fabrication française de tous nos articles en cuir. Vous n'aimez pas les sacs italiens, quoi? Vous ne sommes pas quoi? Vous n'aimez pas les sacs italiens? C'est pas ce que j'ai dit. On a un certain nombre d'objets Hermès qui sont fabriqués en Italie, notamment des objets de mode. La chaussure, malheureusement, les savoir-faire de chaussures en France ont quasiment disparu, de chaussures notamment féminines. Mais le sac, il est français. Les sacs, il nous paraît incontournable de les faire en France. Blandine. J'aurais juste envie d'ajouter quelque chose parce que donc du coup Guillaume de Seine parle de la qualité des sacs, ça c'est une chose. Moi j'aurais envie d'ajouter aussi
le bien-être des artisans, parce qu'à aucun moment on nous met plus de pression pour nous dire il faut livrer plus parce que les clients sont dans l'attente. Et c'est vrai que moi je peux dire aujourd'hui que j'ai la chance de travailler pour une maison qui prend le temps, et surtout dans cette tendance actuelle où on veut aller toujours plus vite, où on veut produire toujours plus. Non seulement c'est une richesse, mais c'est un vrai bien-être au quotidien. Je pense que c'est important de le souligner parce que la qualité vient aussi de ça, du fait de prendre le temps justement d'effectuer des gestes, de former des artisans. Enfin, je pense que c'est un tout. C'est quoi le processus, Blandine, justement du temps entre la compréhension, la fabrication, le temps du cerveau et le temps de la main? Est-ce que ce sont les mêmes temps ou est-ce qu'il y a un temps qui prend le pas sur l'autre? J'imagine qu'au départ, comprendre comment on fait un sac, il ne doit pas être si simple que ça. Enfin, voilà. Et ensuite, est-ce que c'est la main qui fait tout sans penser à rien? Au départ, c'est d'abord des gestes qu'on apprend, des étapes sur des petites parties du sac pour s'entraîner. Et puis ensuite, ça vient avec le temps, évidemment, et avec... l'outil devient un prolongement de soi-même, mais pas tout de suite. Ça demande pas mal de kilomètres de couture, comme on dit. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec les questions du coup des étudiants. Enfin, en tout cas, vous me servez sur un plateau. J'ai retrouvé cette citation sur le temps, la définition du temps par Jules Renard. Qui vous allez voir, ça vous va comme un gant. Et à vous, et à Guillaume de Seine, qui fut l'homme de la montre à une époque. Jules Renard. Le temps passe par le trou de l'aiguille des heures. C'est ça? Alors, si ça veut dire le temps passe vite, quand on fait ce qu'on aime, oui. Le trou de l'aiguille, quand même. Ouais. La ref. C'est petit quand même, un trou d'aiguille. Ça laisse pas beaucoup de temps, je trouve, mais ouais, il faut du temps, ça c'est sûr. Il faut du temps pour se perfectionner, et c'est ce que je vous disais. Moi, je viens juste d'être confirmée alors que je suis... ça fait déjà 5 ans et demi que je fais ce métier, et je suis juste actuellement en maîtrise de mon savoir-faire. Vous voyez faire ça 30 ans? Ouais. Mais je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'en en fait, il y a une notion fondamentale chez nous qui est la diversité de ce que nous produisons. Et le Kelly, le sac Kelly, qui est donc ce sac emblématique de la maison, dessiné par mon grand-père d'ailleurs, dans les années 30, c'est la base de la formation, parce que c'est le sac qui concentre le plus de gestes, de savoir-faire différents. Mais, et c'est le cas de Blandine, très rapidement, le plus rapidement possible, on a beaucoup de modèles à fabriquer. Donc la diversité implique un apprentissage permanent tout au long de la carrière, parce qu'on va se confronter à des cuirs différents, on va se confronter à des modèles différents, et on va se confronter à... on peut se confronter à des commandes spéciales, à des choses sur mesure, etc. Et donc là, il faut réapprendre à chaque fois... et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette activité, c'est le renouvellement on va pas, il n'y a personne chez nous, sauf les débutants qui ne maîtrisent que ce modèle, qui va faire des Kelly toute la journée. Personne. Ce qui est important aussi à souligner. On fait une première salve de questions avec nos camarades, avec Nino Lévy et Brice Delamarre. Qui commence? Brice Delamarre. Peut-être levez-vous pour que tout le monde en profite. Donc je vais commencer par poser ma première question, qui est que vous en avez parlé, les savoir-faire pour s'exprimer prennent du temps. Vous l'avez dit, entre 12 et 14 heures pour un sac. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, pour exprimer un savoir-faire, il faut obligatoirement du temps, ou il existe des savoir-faire pointus qui n'ont pas besoin de cette composante? Blandine Hubert. Alors, je voudrais juste du coup préciser, vous avez dit 12 à 14 à 18 heures. Ouais, en fait, plus spécifiquement, c'est plutôt 12 à 20 heures, parce que ça dépend vraiment des sacs, et il y a des, en fait, il y a des savoir-faire plus ou moins pointus. Donc, est-ce qu'il faut du temps? Oui. On démarre par le Kelly, ça c'est une chose en effet, comme le disait Guillaume de Seine, il y a beaucoup d'étapes en fait sur le Kelly qui nous permettent ensuite de pouvoir être assez polyvalent et de pouvoir s'adapter facilement à différents modèles. Moi
moi, c'est ce que j'avais envie de partager sur cette question-là. C'est oui, il faut du temps. Mais moi, ça m'a vraiment surpris quand je suis arrivée à la formation, c'est qu'on m'a laissé le temps. D'ailleurs, il y avait un formateur qui me disait ne confonds pas vitesse et précipitation. Alors ça m'a laissé dans un état de méditation assez long, parce que je me suis dit oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a tendance à se dire bah oui, forcément on travaille pour une entreprise, donc il y a des temps à respecter, faut que l'entreprise soit rentable, il y a des clients qui attendent derrière, ok. Mais en fait, moi, on m'a dit de faire l'inverse. On m'a dit, mais non, il faut que tu prennes le temps de maîtriser bien chaque savoir-faire, chaque étape que l'on t'apprend, parce qu'ensuite, c'est comme ça que ça deviendra plus fluide. Et finalement, quand on y pense, c'est assez logique, parce que si on prend le temps dès le début pour se former et pour bien comprendre surtout pourquoi on fait telle ou telle action, c'est du temps de gagner ensuite. En plus de mon rôle d'artisan, j'ai aussi la chance d'être tutrice, donc j'accompagne les nouveaux arrivants. Je trouve ça super parce que c'est vrai que c'est aussi cette phrase que je redis, du coup, cette phrase de mon formateur où j'essaie vraiment d'appuyer sur ça en disant, voilà, sur les premières séries de sacs que tu fais ou sur un nouveau sac, prends le temps. Là, c'est pas une question de temps, c'est une question de comprendre pourquoi tu fais telle ou telle action. Parce que derrière, il y a la qualité du sac, il y a aussi la solidité du sac qui engendrera forcément la satisfaction du client. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait dans mon métier aujourd'hui. Et qui du coup, quand même, oui, j'y reviens, correspond à cette fameuse phrase de Robert Dumas, hein, le luxe, c'est ce qui se répare. C'est-à-dire que cette phrase-là, il n'y a pas le mot temps dedans, mais il est induit, évidemment. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose dont on va dire, parce qu'il faut quand même aussi en parler, hein, qui va coûter un peu cher quand même, voire cher, et que du coup, c'est pas gadget non plus, quoi. C'est qu'on va vouloir le garder et que le jour où on se dit, mince, il est cassé, ou je sais pas, je peux prolonger sa durée de vie, donc son temps de vie. Il y a un élément fondamental dans notre maison, c'est le point de départ. On a commencé, notre ancêtre, donc Thierry Hermès, était artisan harnacheur. Quand vous fabriquez des harnais, ce sont des produits qui sont faits pour durer. On n'achète pas un harnais comme une robe de haute couture pour une soirée. Donc cette notion d'objet qui dure, de qualité dans la durée, elle est absolument fondamentale chez nous. Deuxième point, c'est vrai, pour répondre à la question posée, c'est vrai que nous, notre exigence de qualité s'accompagne très souvent du temps nécessaire à faire cette qualité, à faire cet objet. Si je prends un exemple différent du cuir, qui est un autre grand métier d'Hermès, c'est la soie, c'est les carrés de soie, enfin tous les accessoires en soie. Là, c'est un temps extrêmement long parce qu'à partir du moment où le dessin a été choisi, il y a le temps de la décomposition du dessin pour imaginer les cadres qui vont servir à l'impression, puis il y a le temps de fabrication de ces cadres, puis il y a le temps du tissage de la soie, il y a le temps de l'impression, et il y a le temps de la finition et de la confection qui est manuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la confection des bords, si vous voulez, qui ne sont pas piqués à la machine, qui sont cousus à la main. Eh bien, ce temps de développement d'un objet comme un carré Hermès, c'est plutôt 2 ans, à travers toutes ces étapes. Et pour nous, c'est un temps qui est nécessaire à la fois à faire éclore une nouvelle création et puis à assurer ce temps de la qualité qui va ensuite se vivre par l'utilisateur de l'objet. Une question de Brice de la Mare. Alors pour rester dans le thème de la formation et de l'apprentissage, de nombreux employés au sein de vos ateliers sont connus pour leur reconversion. Et vous avez également ouvert l'école des savoir-faire qui accepte des personnes provenant de tout horizon et peu importe leur parcours professionnel ou scolaire. Pensez-vous que le temps soit la composante principale de l'acquisition d'un savoir-faire ? Alors du coup, je vais parler de moi-même parce que je suis en effet issue d'une reconversion. J'ai démarré par une école de commerce internationale, donc à la base rien à voir. J'ai travaillé, donc j'ai pas mal voyagé durant mes études. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un service marketing. J'étais chargée de marketing relationnel. Et puis, comme beaucoup de jeunes de notre génération, burn-out, quête de sens, envie d'aller vers un métier qui ait plus de sens et qui soit
peut-être une opportunité d'expérimenter ce que j'avais peut-être laissé de côté au départ. Parce que c'est vrai que quand on a la chance d'être bon à l'école, on pousse plus haut et on se pose pas toujours la question de savoir si on a envie de faire un métier manuel. Et donc je me suis reconvertie suite à ça. J'ai fait un CAP maroquinerie. Et ensuite, donc c'était 1 an, c'était une formation pour adultes. Et ensuite, j'ai intégré directement les ateliers Hermès. Donc là, la notion de temps est importante aussi parce que peut-être que j'aurais pas été prête à être artisan à 23 ans, je sais pas. En tout cas, il a fallu que je passe par une expérience de marketing pour me poser la question. Et le temps de réflexion est un peu long parce que déjà, on se demande ce qu'on peut bien faire suite à cette expérience de marketing, et puis vers quel métier de l'artisanat se tourner, c'est pas toujours facile. Donc là, il y a eu pas mal de réflexions, et puis ensuite le processus, on a de la chance, le CAP c'est pas long, c'est 1 an, mais ensuite il y a la formation Hermès où on n'est pas tellement sûr, on intègre un cursus, mais on n'est pas sûr d'être pris à la suite. Donc ça demande du temps pour la réflexion et du temps ensuite pour devenir bon à ce qu'on fait et pour s'assurer qu'on a fait le bon choix professionnel aussi, le bon choix de reconversion. Guillaume de Seine. Pour compléter, je dirais que je dirais 2 choses. Ce phénomène de gens en reconversion, il est très très important chez nous. Et est-ce qu'il faut y voir un certain échec du système français? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des témoignages très nombreux. Moi, je vais beaucoup sur les sites de production. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent, un peu comme a dit Blandine, j'étais parti sur des métiers, je voulais faire un métier manuel, mais les parents n'ont pas voulu, les professeurs m'ont dissuadé, et voilà, ça fait 10 ans, 15 ans que je m'ennuie, on va dire, dans telle et telle activité. Et là, je tente ma chance. J'ai vu qu'Hermès recrutait, et ce qui est formidable et impressionnant, c'est que c'est une prise de risque, parce que certaines de ces personnes en reconversion abandonnent même un emploi qu'elles ont et prennent le risque de la formation Hermès. Alors, on fait des recrutements de telle façon, on essaye de détecter l'aptitude et la capacité pour avoir le maximum de taux de succès, mais il y a forcément des recalés. Il y a un certain nombre de gens qui, au fur et à mesure de la formation, soit n'y arrivent pas, soit se disent finalement c'est pas pour moi, donc c'est jamais 100%. Il y avait un exemple que j'ai toujours gardé en tête. Nous avons un site à Montereau qui est assez récent. La première promotion, je viens voir, et il y avait 16 femmes et 4 hommes. Et les 4 hommes, il y avait un employé, un charcutier, un gendarme et un cracheur de feu. Eh ben, alors, pour être honnête, le cracheur de feu, il n'est pas resté. Mais le gendarme, il est devenu très très bon coupeur, et même il forme maintenant les nouveaux. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon petit speech, il y avait un gars au premier rang, droit comme un nid, avec les mains dans le dos. Et après, je dis au responsable du site, ça doit être le gendarme, lui. Il m'a dit oui, c'est ça. Et alors, pour revenir aussi à la question, c'est bien sûr que la formation nécessite du temps. Pour parler d'un autre exemple, dans toujours nos activités de soie, nos imprimeurs, donc qui ont ce savoir-faire de surveiller, de calibrer l'impression sur soie, c'est une formation de 2 ans interne. Donc, il me semble que dans nos métiers, on ne peut pas se former rapidement. Et si on parle des métiers de la bijouterie, de l'horlogerie, c'est exactement la même chose. Donc ça me paraît une dimension en effet indispensable. Est-ce que, puisque vous l'avez quand même abordé d'une phrase, pour prolonger quand même, parce que c'est intéressant, et avoir votre avis à vous, celui de Blandine, et puis qui sait justement qui est dans la salle aussi, est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a presque une forme un peu politique sur la question de soutenir l'idée qu'on a laissé de côté un peu une sorte de valorisation de ce qu'on appelle des métiers manuels, de savoir-faire, et pardon, mais justement que ce soit chez vous, chez Hermès, très chic, tout ça, mais que ce soit charcutier, boulanger, que ce soit, enfin voilà, de tous ces métiers dont on sait aujourd'hui que beaucoup de professions, je sais peut-être pas la vôtre, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous manquez pas de gens qui viennent et qui sont candidats, mais comme on sait qu'il y a des professions qui manquent de candidats et où il y a une pénurie de candidats parce que on n'a pas valorisé les métiers de la main.
Alors c'est évidemment un sujet. Je pense que la prise de conscience, elle est réelle depuis quelques années. Alors, par exemple, un métier dans lequel Hermès n'est pas, mais un métier qui a beaucoup de volontaires, c'est le métier de la pâtisserie et de la chocolaterie. Et pourquoi, ou grâce à quoi? Eh bien, grâce à l'émission de Cyril Lignac. Donc, il se trouve que moi, j'étais jusqu'à la semaine dernière président du comité Colbert, qui est l'association de toutes les maisons de luxe françaises. Et on s'est posé la question très sérieusement de dire, est-ce qu'on ne ferait pas un top chef sur nos métiers ou un meilleur pâtissier sur nos métiers? Un top cellier. Top cellier, voilà. Alors, top cellier. Bon, peut-être qu'on va le faire un jour, mais du coup, l'aura de Cyril Lignac et l'aura des gens qui sont candidats et de la visibilité qu'ils ont et des savoir-faire qui sont à l'œuvre, qui sont incroyables. Du coup, des parents aujourd'hui, quand le fils dit je veux être pâtissier ou la fille, disent ok, bon, bah, ça va, oui, c'est un beau métier. Donc, à quoi ça tient? Blandine, sur cette question, et est-ce que, mais vous, si je suis indiscret, vous ne répondez pas, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez avant? Est-ce que sur un aspect biographique, avant d'un jour de vous dire, tiens, je vais aller faire une formation et travailler chez Hermès? Avant d'être maroquinière, ouais. J'étais chargée de marketing relationnel, donc je m'occupais d'un CRM pour des chaînes hôtelières. Et avant? Et avant, école de commerce. Donc j'ai travaillé un peu partout dans le monde et voilà. Mais un jour vous vous êtes dit, cette voie-là, c'est sympa, mais c'est pas. Comment est-ce que j'ai choisi? Comment est-ce que j'ai choisi? Je vais pas y passer mon temps, puisqu'on est sur le temps. Est-ce que la question du coup c'est comment je suis passée du métier du marketing, d'accord? Oui. Alors, j'ai fait un bilan de compétences dans lequel est ressorti justement mon appétence pour les métiers manuels, pour le goût de l'esthétique. Donc là, je me suis posé la question parce que c'était assez vaste. Et j'ai commencé à faire des enquêtes métiers, à faire des recherches en fait, comme si c'était un devoir d'école. J'ai fait des recherches, j'ai fouillé. J'ai participé à des salons pour rencontrer des artisans et j'hésitais entre bijoutier et maroquinier. Sauf que maroquinier a gagné parce que j'ai rencontré un super maroquinier qui m'a transmis sa passion de son métier. Donc suite à ça, je me suis dit bon là, tous les voyants sont au vert, j'ai l'impression que ça me tente, mais est-ce que je vais être bonne à ça? Ça, je sais pas. Est-ce que ça va me plaire de toucher la matière? Donc là, j'ai fait un stage en fait en maroquinerie, un stage intensif d'une semaine pour fabriquer un sac. Et tous les matins, c'était une semaine où il pleuvait, c'était horrible. Et tous les matins, je courais, j'arrivais tout le temps en avance. Et je me suis dit, ok, là, je pense que c'est un bon signe en fait. C'est un bon signe ça montre que tu es motivé et que tu vas t'amuser dans ce métier-là. Les journées passaient super vite et donc là, j'ai fait le CAP maroquinerie. Et c'est ce qui explique, je n'ai plus le chiffre en tête, que quand même, en général, quand on rentre chez Hermès, si on y rentre jeune, généralement, on y reste on n'en part pas, quoi, a priori. Oui. Alors, les savoir-faire tels qu'on les pratique, on est les seuls à les pratiquer en France. Donc, quelqu'un qui est très bon chez nous, soit, et il y a quelques exemples, il va nous quitter pour créer sa propre activité. Il y en a quelques-uns et sinon, ils font une carrière. Là, on vient de fêter le départ d'André Prudhomme, contremaître emblématique de la maison, au bout de 46 ans de maison, et qui est un puits de savoir-faire, de transmission, avec une attention aux jeunes qui est formidable. Mais il a fini quand même par décider de partir. Et c'était un moment de très grande émotion. On était tous autour de lui, mes cousins, moi, et c'est un vrai personnage de la maison. C'est vrai quand même que dans la famille, on vous oblige tous petits à faire quelque chose quand même qui a trait à ça pour voir ce que ça représente, quoi. Alors moi, ça a été un cauchemar, moi. Mais c'est vrai. Alors c'était pas petit. C'était pas petit. C'était quand je suis entré chez Hermès et ça a été un cauchemar parce que. Mais comment ça quand vous êtes rentré chez Hermès, puisque vous êtes un Hermès? Oui, mais on rentre chez Hermès quand on est chez Hermès. J'ai pas toujours travaillé chez Hermès. J'ai fait d'autres choses. Et ça a été un cauchemar parce que moi c'est pour ça je suis très admiratif de nos artisans parce que moi je suis absolument incapable de faire ça. Et au bout de 3 jours, j'avais des pansements à tous les doigts. J'arrivais même pas à mettre justement le fil dans le trou de l'aiguille. Et enfin, c'était une catastrophe. Donc oui, on essaye tous, mais tous ne sont pas doués. Question de nos
élèves étudiants Nino Lévy. Justement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. On essaye tous, mais tous ne sont pas doués. Est-ce que, en se donnant la volonté suffisante et le temps suffisant, il est possible d'apprendre un savoir-faire, même si on n'y connaît rien? Est-ce qu'il y a une part d'inné dans l'apprentissage du savoir-faire ou pas? Vous voulez faire des sacs, vous? Pas spécialement, mais ça m'intéresse quand même. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, donc je vais laisser Blandine. C'est intéressant, mais oui. Blandine. Moi, je pars du principe que tout le monde peut y arriver. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté utopiste ou pas. Je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'envie, la motivation. À partir du moment où on a envie de faire quelque chose, même si on n'a jamais exercé un métier manuel, on peut y arriver. J'ai plein d'exemples autour de moi, des collègues. Il y a des collègues qui avaient fait de la couture, des travaux manuels, mais il y en a d'autres qui n'avaient jamais touché une paire de ciseaux. Je vais aller dans la caricature, mais c'est un peu ça. Et finalement, ils sont devenus très bons. Ils sont devenus très bons parce qu'on apprend des techniques et parce qu'ils sont motivés. Surtout, ils sont motivés et je pense que c'est ça qui fait la différence en fait. Une personne qui est manuelle versus une personne qui ne l'est pas du tout. Si la personne qui n'est pas manuelle a plus d'envie que celle qui est manuelle, je parie qu'elle ira très loin dans la maison. D'ailleurs, c'est ce que je peux voir en tant que tutrice quand j'accompagne les jeunes qui arrivent. La motivation, c'est ce qui fait que on comprend vite, enfin en tout cas on a envie de comprendre comment ça marche, qu'on arrive à appliquer, que si on est en difficulté, on va aller demander de l'aide. Moi je le vois tous les jours, c'est impressionnant. Là, il y en a une qui est avec moi, qui est arrivée au mois de mars, elle est déjà passée sur un autre modèle. Elle me dit « Ah là, je me suis challengée ». Elle a envie, quoi. C'est super beau. Donc je pense vraiment que c'est la motivation, l'envie qui fait la différence. Et je pense que tout le monde peut apprendre ce métier-là. Ouais. Alors Guillaume, comment ne peut-on pas être d'accord avec ce que vient de dire Blandine? Expliquez-moi. Parce que j'en suis un exemple vivant. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une expression qui est forte, qui est l'intelligence de la main. Et voilà, il y a des gens qui l'ont plus ou moins. Moi, je n'ai pas l'intelligence de la main. Je ne suis pas bricoleur. Les trucs me tombent des mains, c'est effrayant. Donc, je n'ai pas l'intelligence de la main. Vous n'avez jamais essayé avec les pieds? Non. Et pour compléter ça, nous avons, à travers la Fondation Hermès, lancé un programme formidable qui s'appelle Manufacto, qui est en fait, alors pour les gens de ma génération, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais c'est ce qu'on appelait les travaux manuels autrefois à l'école. Et c'est-à-dire une activité manuelle, mais là qui est encadrée par un artisan, soit un artisan Hermès, soit un artisan que nous sélectionnons sur les métiers du bois, par exemple. Alors la différence avec les travaux manuels de mon époque, c'est qu'on leur fait faire un bel objet qu'ils gardent. Nous, c'était des espèces de petites étagères horribles. Eh bien, cette activité, il y a un petit film qui est formidable, qui montre ça dans une classe. Cette activité révèle des talents qui ne sont pas toujours ou pas forcément les talents scolaires. Et c'est aussi un apprentissage de solidarité parce que on regarde, et c'est ce que vous faites vous au quotidien, on regarde comment fait l'autre. Et puis, il y a des témoignages dans ce film qui sont très forts. Ceux qui, en effet, ne sont pas forcément les meilleurs scolairement, se révèlent très bons et très doués. Et ça leur donne un sens. Et évidemment, pourquoi on fait ça? C'est pour planter une petite graine qui peut-être un jour amènera certains de ces jeunes à se diriger vers nos métiers. Pas forcément chez Hermès, mais... donc moi je crois quand même qu'il y a une notion de... Bien sûr la motivation est essentielle, mais il y a quand même une notion de talent de départ. Ouais, non, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Manufacto est adoubé par l'éducation nationale. Oui, c'est un programme fait avec l'éducation nationale, bien sûr, validé par l'éducation nationale. Oui. Avant de passer juste la parole dans la salle, parce que je voudrais sauter sur l'occasion, j'aimerais que vous reprécisiez un truc, Blandine Hubert, qui vient d'en parler, et donc pour vous contredire, c'est le patron, mais vous avez le droit de le contredire encore. Non, mais c'est quoi cette intelligence de la main à laquelle vous croyez? Et est-ce que vous pensez que vous pourriez un jour, par exemple, prendre Guillaume de Cernon entre 4 yeux et en 15 jours lui dire mais si tu vas y arriver, bon sang de bois? Oui, ben justement, je le mets au défi. C'est quoi cette intelligence? Bon courage. C'est quoi cette intelligence de la main? C'est quoi? Moi, je pense que l'intelligence de la main, oui, en effet, vous aviez posé la question tout à l'heure. L'intelligence de la main, je pense que ça s'apprend aussi.
En fait, il faut réussir à lâcher prise, à déconnecter un peu le mental, je pense, ce que moi, j'ai pas forcément fait au début de la formation, parce que j'étais stressée, parce que j'avais des morceaux de cuir chers entre les mains, de qualité. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, où je me suis dit, OK, là, il faut juste se faire confiance et faire le geste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et se permettre de rater, donc aussi, sans en faire un drame. Oui, mais là où c'est fou, c'est que quand vous lâchez prise, vous ne ratez pas. Ah. C'est là la clé en fait, parce que le problème d'être toujours dans ce stress permanent, de se dire je suis chez Hermès, j'ai pas le droit à l'erreur, et puis c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes. Hein. Et justement le contraste avec les formateurs qui nous disent mais prenez le temps, c'est un équilibre qui est pas évident à trouver en fait au départ. Et à partir du moment où moi j'ai décidé de lâcher prise, ou me dire ok, tu fais comme si tu faisais un sac chez toi, les sacs étaient plus beaux. Et je ratais moins en fait. Je ratais moins parce qu'en fait ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec la matière. À la base, c'est vraiment ça. Enfin, moi je parle parce que j'ai toujours aimé les travaux manuels, mais à la base c'est ça que j'aime, c'est toucher des matières différentes. C'est un côté très méditatif en fait. Alors c'est peut-être pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui vont vers des métiers manuels, parce que ça a un côté, moi je fais pas de méditation, mais je fais des sacs. Je fais des sacs et quand je couds, je vois mes fils passer. Et même encore après 5 ans et demi, des fois je m'arrête et je me dis c'est toi qui es en train de faire ça. C'est parce qu'il y a aussi des matières qui sont nobles. Par exemple, le crocodile, c'est très difficile à travailler, le crocodile lisse. Et en fait, on le protège pas mal. Et à la fin, quand on vérifie son sac, j'ai toujours cette espèce d'émerveillement à me dire wow, le sac est beau. Alors évidemment, je lui trouve toujours des défauts. Ça, c'est le côté perfectionniste qu'on a tous en commun, je crois, chez les artisans. C'est quoi le principal défaut à éviter? C'est des questions de symétrie? En fait, il ne faut pas que ça frise. Il ne faut pas que les écailles frisent. Il ne faut pas que les écailles frisent. On aura appris un truc ce matin, vous avez compris. Aujourd'hui, on fait attention de ne pas faire friser les écailles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une écaille de crocodile, quand vous la touchez, elle est lisse. Il faut ni qu'il y ait de traces de doigts. Pourtant, c'est un travail manuel, donc c'est ça qui n'est pas évident. C'est pour ça que le crocodile... Vous avez des gants? Moi, je travaille sans gants parce que après, c'est très technique, mais je n'ai pas les mains moites et je ne marque pas. Mais il y a des artisans qui marquent. Donc moi, c'est plus de frein pour moi de travailler avec des gants. Je les mets juste à la fin, vraiment pour vérifier mon sac. Sinon, je fais tout le travail sans gants. Mais par contre, j'ai des techniques pour pas tellement toucher, pour toucher sur les tranches ou pour pas mettre mes doigts comme ça à plat sur le cuir. Et il y a des sacs qui sont retournés, donc un peu comme des sacs qu'on pourrait faire à la couture machine, des sacs qui sont retournés à la main. Et là, alors moi je fais pas ces sacs-là, je fais du Kelly. Donc le Kelly, c'est des sacs selliers en croco. Mais les personnes qui font du Birkin en croco lisse doivent avoir la même exigence, donc en crocodile lisse. Donc c'est-à-dire c'est un crocodile qui est brillant. Lisse. Ah, oui, c'est un crocodile lisse. Il a été lissé avec un procédé bien. Voilà. Et en fait, c'est comme si vous aviez un miroir devant vous. Vous devez vous voir dans le sac. Si c'est pas le cas, c'est que soit il y a des traces de doigts, soit les écailles sont venues faire des petits plis. En fait, quand on dit friser, c'est venu faire des petits plis. Et donc la difficulté, c'est de retourner un sac sans faire de plis. Alors moi, je sais pas comment ils font, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin, moi, je suis presque chanceuse de faire du sellier parce que je me dis, bon, au moins, j'ai pas à retourner mon sac, même si le challenge... Imaginez Guillaume de Seine essayer de retourner un sac. Alors là, ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, parce qu'en fait, il y a deux types. On peut faire un sac sellier, ça veut dire qu'on voit les coutures apparentes, notamment dans les angles, ou on peut le faire retourner, c'est-à-dire qu'en fait, il est cousu à l'envers et au dernier moment, il est retourné, ce qui fait que les coutures sont cachées par un jonc, en fait. C'est ça. Donc, il y a façon retournée ou façon sellier. Et donc ça demande de penser... c'est un choix aussi esthétique. De penser à l'envers aussi, quand même. Enfin, non, il faut penser à... Non, c'est juste que la dernière opération est très délicate parce que le sac est terminé. Donc, si on le retourne, on casse des écailles. Mais c'est pas que pour le crocodile. Là, c'est quasiment irréparable. Bon, dis donc. Madame ou mademoiselle. Bonjour. Alors, je me demandais si,
prendre le temps ou le temps est un instrument de Parlez bien devant près. Pardon, je me demandais si prendre le temps ou le temps est un instrument de gouvernance pour la maison Hermès, sachant qu'il y a quelques mois, vous avez d'excellents résultats, mais vous avez quand même été légèrement sanctionné par les marchés qui considèrent que vous n'allez pas assez vite pour servir la demande. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est quel est votre rapport aux nouvelles technologies, sachant que vous faites un métier d'artisan et que le temps, c'est du luxe aussi. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le mot luxe n'a pas été évoqué une seule fois. Le luxe, c'est un mot, en effet, qui est devenu très courant et on parle de l'industrie du luxe. Nous, on aime bien la phrase de notre grand-père, je la répète, un objet de luxe, c'est un objet qui se répare. Au-delà du luxe, nous, on est dans la qualité et dans la création. Et ça, c'est fondamental pour une maison comme la nôtre. Alors après, l'innovation technologique, bien sûr, on la renie pas. Et il y en a, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est des espèces de gardiens du passé et que rien n'a bougé. Je prends un exemple. Par exemple, la coupe des pots. Aujourd'hui, on a des machines de découpe laser, mais c'est toujours l'artisan coupeur avec son savoir-faire et sa connaissance de la peau qui va décider. Ce n'est pas la machine qui décide ce qu'elle coupe. C'est l'artisan qui va déterminer, vu la qualité de la peau, vu ce qu'il doit faire dedans. Si on lui dit il faut faire un Kelly, il faut faire un Constance, enfin différents modèles, ou il faut faire de la petite maroquinerie, c'est lui qui va décider et enregistrer dans la machine le tracé de coupe. Ensuite, c'est une coupe laser, donc il n'y a pas de pénibilité, si vous voulez, du geste de la coupe. Mais tout le savoir-faire de l'artisan, il est toujours présent. C'est un exemple. Alors, prendre le temps de faire les choses, oui, j'ai évoqué cette tension que nous avons dans la croissance de nos volumes, mais c'est vrai qu'on a la chance, on peut dire, que la demande pour nos objets soit encore plus forte. Bon. Mais on ne va pas déroger à cette exigence de qualité. On ne va pas déroger à cette exigence de bien faire les choses et qu'il n'y ait pas de déception de nos clients à l'arrivée. C'est pas facile pour nos magasins, c'est pas facile pour nos vendeurs de devoir dire non. C'est une frustration, c'est une source de tension. Même moi, à mon niveau, j'ai plusieurs messages par jour disant est-ce que tu peux m'aider? Alors j'essaye quand je peux ou quand je sais qu'on peut trouver quelque part ce sac, mais c'est une tension. Mais c'est pas un calcul de notre part, ça c'est certain. C'est juste, c'est la culture de la qualité. Et la culture de la qualité, demain, on dit le modèle artisanal, il est aussi ça, il est aussi dans ce que décrivait Blandine. Demain, on dit on va spécialiser des artisans qui vont faire que des poignées toute la journée. Et puis, on va avoir des artisans qui vont faire que de l'asticage toute la journée. On va aller plus vite, mais c'est plus le même propos. On ne peut pas faire un Kelly à la chaîne. Ben non, c'est ce qu'on a décidé. Mais comment ça? Ben non. On peut si, pas on doit pouvoir, mais vous ne voulez pas. Non, techniquement, on pourrait le faire. Voilà. Mais ça n'est plus le même métier, ça n'est plus le même contenu, ça n'est plus un artisan qui va faire des poignées de Kelly pendant 30 ans, il n'aura pas la même satisfaction. Blandine, demain, Guillaume de Seine vous dit bon, j'ai compris la leçon, vous allez faire que des poignées de Kelly pendant 12 ans, et puis après vous ferez, je sais pas moi, des poches intérieures, je sais pas, je connais pas les temps techniques des sacs. Vous vous dites ah mince, alors finalement j'aurais pas dû venir, ou vous le faites? Ah non, je le fais pas. Ah oui, voilà. Ah oui, ils sont quand même spéciaux. Je suis contente qu'il en parle de cette façon-là d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous de faire tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que si on faisait ça, si la maison décidait de faire ça, elle n'attirait pas autant de profils en reconversion, parce que justement, la valeur ajoutée, c'est de pouvoir faire un sac de A à Z. Quand on fait des stages, on se rend bien compte de ce qui est industrialisé ou non. Et le choix se porte très souvent vers Hermès. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins pris, mais le premier choix, en général, c'est Hermès grâce à ça. Justement parce qu'on sait qu'on va faire un vrai travail artisanal, un sac de A à Z, on va toucher différentes matières. Et les jeunes de ma génération sont suffisamment impatients pour
ils veulent changer vite, ils veulent apprendre vite, et puis ils veulent de la diversité, quoi. C'est pas possible de retourner en arrière. C'est plus les ouvriers à la chaîne qui étaient nos grands-parents et qui restaient 40 ans dans des métiers hyper répétitifs. Ça, c'est plus possible pour notre génération. En fait, donc ça reste fidèle quand même à ce que ne voulait pas l'ancêtre, voyant les Fordiens des années 20 aux États-Unis. Enfin, là, oui, du coup, on persiste quand même dans l'obstination, mais c'est bien d'être fidèle à ses convictions. On ne va pas dire le contraire, même si ça peut quand même poser des problèmes de marché, vraisemblablement, ou de cherté du produit. Guillaume de Seine. C'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Alors, je vais citer notre cher grand-père une deuxième fois. Il a dit un jour... les produits Hermès ne sont pas chers, ils sont coûteux. Oui, mais ça vous dit ça vous fait marrer. Non, mais là, vous avez le droit, vraiment applaudissements. Oui. Non, c'est pas moi, c'est lui. Oui, non, mais oui, on la connaît l'histoire, oui. Non, mais ce que ça veut dire, c'est pas juste un truc marketing. D'abord, c'était pas du tout un as du marketing, mon cher grand-père, et il l'a dit à une époque où, voilà, on était une petite maison et ça devait être dans les années 50. Ce que ça veut dire, c'est que derrière, et nous, on réagit toujours comme ça. Et c'est vraiment une philosophie. Derrière le prix d'un objet, je ne vais pas dire que les objets Hermès n'ont pas un certain prix, ça serait stupide de dire ça. Mais derrière le prix d'un objet Hermès, il y a le coût de la qualité. Il y a le coût des matières sur lesquelles on a beaucoup d'exigences. Il y a le coût du temps pris à faire les choses. Il y a le coût des 15 heures, etc. Ça, c'est absolument fondamental pour nous. Et d'ailleurs, ça peut poser un certain problème parce que évidemment, nos sacs les plus connus, le Kelly, le Birkin, sont des icônes et les clients connaissent leur prix. Et il peut arriver que nous créons un nouveau modèle plus complexe, plus long à fabriquer. Et donc, on doit le vendre plus cher. Et c'est vrai que les clients ont quelquefois un peu de mal à comprendre qu'un nouveau sac inconnu puisse être vendu plus cher qu'un Kelly qui a tellement de succès. Mais c'est aussi le reflet des coûts. Si je peux vous taquiner, mais un sac plus cher... beaucoup de taquinerie, mon cher. Un sac plus cher qu'un sac coûteux, ça fait un sac jamais un peu coûteux, quoi. Bon, allez, une question de notre élève Brice Delamare et derrière une question ici. Alors, on en parlait, la transmission des savoir-faire et dans votre ADN, la marque vous êtes contre l'industrialisation. Mais est-ce que les savoir-faire ne seraient-ils pas figés dans le temps et privés d'innovation à force d'être préservés de tout apport extérieur ? Je ne crois pas. J'ai cité l'exemple de la coupe, mais on peut citer d'autres exemples. Le savoir-faire de l'impression sur soie. Donc nous imprimons ce qu'on appelle à la lyonnaise, c'est-à-dire c'est l'impression. Vous décomposez le dessin en un certain nombre de cadres et chaque cadre laisse passer à travers des trous qui sont déterminés une nuance de couleur. Et en superposant les cadres, et ça peut être jusqu'à 40 cadres, vous avez le dessin final. Ce qui donne évidemment un rendu très précis et une finesse de dessin qui est remarquable. Eh bien, ce processus, il est toujours à l'œuvre chez nous, mais il a complètement changé parce qu'il était manuel il y a 50 ans, avec un artisan qui posait son cadre, sur la bande de soie était fixée, et l'artisan venait poser son cadre, et puis ensuite versait sa couleur, et avait ce qu'on appelle avec un racle, faisait passer la couleur à travers des trous. Aujourd'hui, le savoir-faire, il est toujours là, l'artisan imprimeur, il est toujours responsable, mais c'est automatisé avec des machines, presque des robots qui vont venir déposer les différents cadres successifs, ce qui a enlevé beaucoup de pénibilité et puis a rajouté de la précision parce qu'au fond, ces machines ont une précision de l'ordre inférieur au micron. Enfin, c'est évidemment beaucoup plus élevé qu'autrefois. Mais là, il y a un mariage de la technologie et d'un savoir-faire qui reste toujours très artisanal parce que c'est l'homme qui pilote la machine et qui juge et qui est en surveillance. Quand on visite nos ateliers, notamment à Pierre-Bénite, là, dans la région lyonnaise, chaque ligne d'impression a 3 artisans autour qui regardent à chaque fois, surveillent, peuvent arrêter la machine, contrôlent, etc. C'est vraiment eux qui décident.
Donc c'est une alliance d'un savoir-faire très traditionnel et d'une innovation technologique qui est assez spectaculaire. Si je peux ajouter juste quelque chose pour parler d'innovation. Par exemple, dans mon métier, moi j'ai vu le Kelly Picnic arriver. Donc le Kelly Picnic, en fait, c'est une base en osier, mais qui reprend la base du Kelly classique avec des empiècements de cuir. Donc le reste est en cuir, les sanglons, enfin ce qui permet d'attacher le sac, la poignée, tout ça, ce sont des éléments en cuir. Et là, c'est vrai que c'est un sac qui non seulement est agréable à faire parce qu'il est hyper mignon, mais aussi parce que c'est un assemblage de savoir-faire. En fait, il y a de l'osier. Donc l'osier, il provient d'un vannier. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un des seuls en France à faire ça, à exister encore. Donc finalement, l'innovation permet aussi de conserver des savoir-faire qui ont peut-être été oubliés. Et la difficulté, je crois, c'est de trouver aussi des vanniers qui soient aussi cohérents avec la qualité du cuir, parce que des fois quand on a les petits paniers qui arrivent, il y a des problèmes au niveau de l'osier, des petites taches ou des choses comme ça, et on ne peut pas les utiliser en fait. Et c'est un autre savoir-faire, et moi en tout cas dans mon quotidien c'est le côté innovation que j'aime bien voir, parce que du coup j'ai l'impression de faire deux métiers en un, quoi. Une question ici. Bonjour. Est-ce que si une technologie vous permettait de gagner du temps sur la production d'un sac pour lequel les clients attendent très longtemps, d'abaisser vos coûts et donc éventuellement vos prix, est-ce que vous l'adopteriez compte tenu de votre culture, de tout ce que nous avez expliqué? Oui, il n'y a pas que moi. C'est une question fondamentale, évidemment. On a la conviction, nous, forgée à travers des années, que cette innovation n'existe pas. C'est-à-dire, on peut trouver quelque chose qui va nous faire gagner du temps, qui va améliorer la productivité, etc. On a la conviction que la qualité finale ne sera pas la même, que l'âme de l'objet ne sera pas la même, que l'attrait de cet objet en cuir sera pas le même. Alors après, c'est toute la question plus largement qu'Hermès, de la robotisation. Nous, on a une opération de relations publiques qui s'appelle, pardon pour l'anglicisme, Hermès in the Making, qui, à travers le monde, et vient d'aller à Austin, au Texas, et bientôt va en Asie, qui montre nos savoir-faire et qui les font vivre devant les clients, ou devant d'ailleurs le public, puisque c'est ouvert au public. Je crois que cette exposition qui a été renouvelée, mais qui existe depuis plus de 10 ans, elle a toujours un succès immense, où qu'on aille. Moi, j'ai été en Australie avec, on a eu des dizaines de milliers de visiteurs, j'ai été en Chine, j'ai été au Japon. Bon. Alors, le Japon, c'est un pays où les savoir-faire sont... Mais ce qui est pour moi très important, c'est que cette part cette personnalité derrière un objet, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui parle à l'universel. Et au fond, on est dans un monde de produits à la fois anonymes et avec des méthodes de fabrication qui peuvent même amener à cette horrible expression qui est l'inverse d'Hermès, qui est l'obsolescence programmée. Eh bien, Hermès, c'est l'anti-obsolescence programmée. Et ce témoignage qu'on citait auparavant de cet artisan qui répare et qui reconnaît son sac, c'est aussi ce que porte un objet Hermès. Donc, même si cette innovation que vous décrivez existait, je ne suis pas sûr qu'on aurait envie de l'adopter. Mais une question là-bas, et le temps que le micro arrive, mais sur cette question quand même des savoir-faire, alors est-ce qu'on peut essayer de relever une sorte de contradiction? Il y a des choses tout de même que vous ne saviez pas faire et que vous faites aujourd'hui. Je parle au patron de la montre. À une époque, vous ne saviez pas faire de montre. Pourquoi vous vous êtes mis à vouloir vendre des montres?
alors que le client basique s'obstine à vous demander de faire des lunettes et que vous ne voulez pas faire des lunettes. C'est plus difficile de faire des lunettes que de faire des montres. Et où est la question du savoir-faire là-dedans, Guillaume de Seine? Alors, il faut dire plusieurs choses. D'abord, la montre chez Hermès, c'est très ancien, c'est 1927. Pourquoi on s'est intéressé à la montre? Pourquoi Émile Hermès s'est intéressé à la montre? C'était pas le cœur du métier, c'était pas le cœur du métier, quoi. Non, mais cette période des années 20, c'est quoi dans l'horlogerie? C'est la période où les montres bracelets prennent le pas sur les montres de poche. Qui dit montre bracelet dit bracelet, qui dit bracelet dit cuir, et qui dit cuir dit Hermès. Oui, mais Cartier l'avait fait avant vous. Cartier ne faisait pas des bracelets, ne faisait pas. En effet, la première montre bracelet, c'est Cartier. Oui. On n'est pas sûr. Alors, je ne veux pas affirmer quelque chose qui n'est pas prouvé, mais c'est peut-être un bracelet Hermès qui avait fait le bracelet de la première montre. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, j'ai rien dit, d'accord. En tout cas, Émile Hermès s'est intéressé à ce produit. Ce serait pas aberrant, de toute façon. Ça serait pas aberrant, parce que Cartier n'avait pas ce savoir-faire-là. On parle de 1912, je crois, ou 11, je ne sais plus. Sachant que, à la même époque, exactement, 1911, et on dit que c'est la première montre Hermès, il y a une photo très charmante des 4 filles Hermès, des 4 demoiselles Hermès, dont ma grand-mère était la seconde. Et en fait, elles sont debout et chacune, l'aînée est la première, et puis la deuxième a les mains sur les épaules de son aîné, et ainsi de suite. Les 4 comme ça. Et sur le poignet de ma grand-mère, en l'occurrence ma grand-mère, la deuxième, donc Jacqueline, il y a une montre dont on dit qu'elle est la première montre Hermès, qui est une montre de poche, mais montée dans un bracelet en cuir, enserrée dans un bracelet en cuir, et qu'elle porte au poignet. Donc on dit que c'est l'acte fondateur de la montre Hermès. Et c'est 1911. Mais au-delà de cette anecdote, voilà le lien pour lequel il s'est intéressé à l'horlogerie. La lunette, c'est un sujet intéressant. D'abord, nous, on n'a jamais donné de licence chez Hermès. On a toujours fait nous-mêmes les choses. Les parfums, on les a lancés en 1950, et toutes les activités, on a toujours voulu contrôler tout, de la création à la fabrication. Alors, on ne fabriquait pas nous-mêmes les choses, forcément, mais en tout cas, c'était contrôlé par nous. Pourquoi? Parce que ça nous paraît essentiel pour assurer l'exigence de qualité qui est la nôtre et le contrôle sur l'objet qui porte notre nom. Ça, c'est la première raison, parce que la lunette se fait beaucoup à travers un système de licence. Et puis, deuxièmement, et ça, c'est encore plus fort comme raison, Hermès n'est pas là pour arriver dans un métier juste pour gagner de l'argent. On a envie, nous, d'apporter quelque chose, d'apporter une création, d'apporter une différence. Or, quitte à risquer à ce que ça ne marche pas. Quitte à risquer à ce que ça ne marche pas. Il y a quelques exemples, notamment le briquet gainé de cuir avec le cuir qui se décollait. Ça a été un formidable échec. Enfin bon, ça date un peu. Oui, et puis parfois Jean-Louis Dumas avait des idées un peu fantasques qu'il réalisait, puis ça ne marchait pas, ça marchait pas. Quoi. Absolument. Ouais. Donc, demain, on lancerait des lunettes avec un petit H au milieu. Je vous garantis qu'on en vend des milliers, qu'on gagne de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Donc nous, on est dans ce propos quand même. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est fondamental dans cette maison et aussi important que le mot d'artisanat, c'est le mot de création. Nous, on est une maison de création. Donc qui dit création dit, eh bien, il faut changer les choses, il faut apporter quelque chose de nouveau. Donc la lunette, c'est un peu ces deux raisons-là qui font qu'on n'y est pas. Donc on va encore attendre longtemps pour des lunettes chez Hermès. Est-ce qu'il y a une question, madame? Bonjour. J'avais une question autour de l'approvisionnement et de toutes les problématiques qu'on entend aujourd'hui à ce sujet, parce que vous avez parlé de belles matières, de crocodile, d'osier, etc. Et donc je me demandais s'il y avait des réflexions sur ces sujets, parce qu'il y a des innovations aussi en la matière. Voilà. Est-ce qu'à l'heure du vegan, de l'animalisme, on peut toujours continuer? On sait que vous avez pu avoir des soucis parce qu'on continuait à faire des sacs en crocodile chez Hermès. Alors évidemment, c'est un sujet fondamental. Je dirais qu'il y a toujours eu une démarche de très grande exigence chez nous qui fait qu'on a toujours acheté à des fournisseurs de long terme et avec une connaissance de nos filières, de nos approvisionnements qui était très grande. C'est bien sûr un dispositif qu'on renforce aujourd'hui et c'est aussi une demande des consommateurs d'aujourd'hui.
Donc on a beaucoup intégré d'activités. Et puis, quand on n'est pas intégré, on a en effet un travail très profond sur nos filières d'approvisionnement, avec des normes, avec des critères de qualité, des audits, etc. Sur les matières, le cuir, il ne faut pas oublier que c'est une matière d'abord extraordinaire en termes de durabilité, de résistance, de souplesse, de vieillissement, et puis que c'est peut-être la première initiative de développement durable de l'humanité, c'est faire d'un déchet une matière qui sert à quelque chose. C'est 30 000 années de savoir-faire, le cuir. Hein. C'est une des plus anciennes activités humaines, sans vouloir rivaliser avec celle qui est censée être la plus ancienne, mais c'est très ancien, il y a des traces très anciennes. Donc, cette activité, si aujourd'hui on décidait, alors sauf si toute la planète devient végane et qu'on ne mange plus de viande nulle part, ce que personnellement je ne souhaite pas, mais enfin ça on verra. Si on abandonnait le cuir, ce sont des millions de tonnes de déchets qui devraient être brûlés, avec un impact évidemment très, très néfaste. Donc ça c'est une notion fondamentale. Ce serait beaucoup de gens au chômage. Et puis, bien sûr, ce sont des activités très importantes à travers le monde. Alors, ça n'empêche pas que nous regardons des matières différentes. D'abord, on a toujours travaillé des matières textiles dans la maroquinerie. Il y a beaucoup de sacs en toile et cuir, ce qui implique aussi une légèreté un peu plus grande de l'objet. Et ça, c'est depuis les années 30 qu'on travaille les textiles. Mais on regarde aussi des matières alternatives. Mais le point de vue fondamental que nous avons, c'est que ces matières différentes doivent être au niveau de qualité que nous exigeons. Et aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre de matières. Il n'y a pas une matière qui va offrir la même qualité aujourd'hui. Donc, mais peut-être demain, après-demain, certainement. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là, cette matière-là. Voilà. Nino Lévy. Oui, vous aviez évoqué plus tôt la disparition de certains savoir-faire en France. Vous parliez de la chaussure qui est maintenant pour la plupart délocalisée en Italie. Vous avez travaillé dans l'horlogerie, donc vous connaissez aussi la disparition d'une partie du savoir-faire horloger en France. On voit aujourd'hui certaines démarches de relocalisation du savoir-faire, notamment après le Covid, mais aussi juste pour des questions de volonté personnelle. Dans l'horlogerie près du bassin de Besançon, d'où elle venait à l'origine, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible de faire réapparaître un savoir-faire qui a disparu dans une région ? Là, ça dépasse Hermès, votre question. Ça pose évidemment plusieurs... Enfin, il y a plusieurs éléments qu'il faut donner comme réponse. Le modèle social français, dont nous sommes tous fiers, je pense, implique des coûts, évidemment. Des coûts supérieurs à un certain nombre de pays. À l'inverse, on voit bien qu'il y a une préoccupation croissante, et notamment dans les jeunes générations, de savoir où sont faites les choses et de savoir d'où viennent les choses. On peut citer des exemples qui ne sont pas dans le très haut de gamme au point de vue prix, forcément. Des exemples comme le slip français, Guillaume Gibault, qui est un entrepreneur formidable et qui a réussi à créer une vraie marque autour de la fabrication française. On peut citer 1083, qui est aussi un entrepreneur autour d'articles aussi basiques que le jean. Pourquoi il a appelé sa marque 1083 ? Parce que c'est la plus grande distance qui existe en métropole d'un point à un autre, 1083 km. Donc son sujet, c'est que tout soit fait en France. Ça ne sera jamais des objets qui pourront rivaliser avec des produits d'entrée de gamme. Jamais. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience d'une partie des consommateurs sur l'envie de savoir en fait d'où viennent les choses. Et ce qui peut s'exprimer, c'est un produit de qualité et un produit qui a aussi un contenu environnemental et social plus digne que d'autres. Moi, je crois beaucoup à cet élan, mais il y a la réalité économique en même temps. Alors Hermès, c'est un petit peu différent parce que nous exprimons des produits, nous pouvons nous exprimer sur des produits qui, je ne vais pas revenir sur le grand-père, mais ont un certain coût et donc un certain prix. Et que la force de la marque, la force des créations,
fait que nos clients acceptent ces niveaux de prix et dans le monde entier. Donc on a, je dirais, non pas plus de facilité, mais enfin en tout cas on assume ces coûts, notamment d'une fabrication française. Personnellement, je pense que la priorité, c'est de défendre ce qui existe encore et pas forcément d'aller essayer de reconstituer des filières qui ont disparu, ce qui me paraît un petit peu illusoire. Mais en tout cas, défendre ce qui existe, ça c'est évident. Il y a d'autres exemples. Par exemple, la France est le premier producteur de lin. Parce qu'il se trouve que le lin a besoin d'un climat plutôt frais, plutôt humide, et qui se trouve essentiellement le long des côtes de la Manche. Et puis un peu en Belgique. Mais derrière, la filière de transformation n'existe plus. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, et là je parle au-delà d'Hermès, il y a un certain nombre d'initiatives qui essayent de rebâtir des filières, et c'est très vrai dans tout le textile, qui essayent de rebâtir des filières en France pour faire quelque chose de cette matière. C'est la même chose pour la laine. On a un troupeau d'ovins très important en France, notamment grâce au fromage de Roquefort et au fromage de brebis. Eh bien, toute cette laine est exportée à l'état brut, notamment en Chine, et nous revient sous forme de tissu et sous forme de vêtements. Donc ça, c'est des constats qui sont vraiment très dérangeants, mais c'est un effritement de l'industrie depuis des années. Il y a un certain nombre d'initiatives, il y a un groupement qui s'appelle Tricolore qui essaye de revaloriser la laine française. Et nous, on les soutient, on est très attentifs à ce qu'ils vont pouvoir faire, mais ce sont des vrais défis. Là, je parle bien sûr au-delà d'Hermès. Hein. Blandine, et puis ensuite 2 questions dans la salle. Ouais, j'aurais juste envie d'ajouter par rapport au côté durable, et il faudrait peut-être se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on met derrière le mot durable. Est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce que c'est durable parce que ça respecte l'environnement? Il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Alors c'est vrai qu'on est de plus en plus conscient qu'il faut faire quelque chose pour la planète, il faut consommer moins mais mieux. Mais après, il y a plein de courants différents. Moi, je le vois par exemple dans les marques qui se montent. Il y a des marques qui font du Made in France, d'autres qui n'y arrivent pas parce que c'est trop cher, mais ils font du Made in Europe. Et pourquoi c'est possible? Parce que par exemple au Portugal ou même dans d'autres pays, il y a des savoir-faire qui restent ancestraux, qui n'ont pas été perdus. Et pourtant, ça a quand même plus de coûts au niveau des transports. Donc, est-ce que c'est écologique quand on se sert d'un savoir-faire qui est par exemple au Cambodge et qu'on fait acheminer la matière? Enfin, tout ça pose question pour moi. Et puis il y a aussi, on voit de plus en plus de marques qui fabriquent des vêtements à partir de matières recyclées. Donc ils utilisent des vêtements de fast fashion en fait pour en refaire des nouveaux. Mais à la base, si la matière n'est pas bonne, est-ce qu'on est sûr que ce soit durable? Alors si je parle de ça, c'est parce que moi j'ai un exemple très concret où j'avais acheté une chemise justement upcyclée comme on dit, donc, et en fait elle a duré, au bout de 2 lavages, elle était toute boulochée. Et je l'avais payée beaucoup plus cher que ce que j'aurais payé si je l'avais acheté dans une des enseignes de la fast fashion. Donc je pense qu'il y a aussi une question de trouver les bonnes matières et trouver les bons partenaires. Alors, une question, mademoiselle ou madame là-bas. Je vous demanderai de poser des questions un poil courtes, et puis monsieur, parce qu'on va arriver au bout, je ne sais pas si on a un tout petit peu de rab de 5-10 minutes, vous me direz, mais pour que tout le monde puisse parler. Je vous en prie. Alors, j'ai 2 questions en fait. La première, je rebondirai sur une question qui vous a déjà été posée, Guillaume Dessen, sur les innovations technologiques qui permettraient de gagner du temps. Vous avez choisi de donner l'exemple de la découpe au laser. Mais je reviendrai sur l'impression sur soie, parce que vous avez parlé de l'impression au cadre plat, mais il existe aussi une autre méthode d'impression au jet d'encre qui, si je ne me trompe pas, est beaucoup plus rapide que l'impression au cadre plat. Alors ma question était, qu'est-ce qui fait que ces 2 méthodes continuent à coexister? Parce que je pense que le jet d'encre pourrait remplacer le cadre plat pour des raisons économiques, j'imagine. Et ma deuxième question porte sur la création. Vous avez dit qu'Hermès ne ferait pas de lunettes par souci de création et de licence. Pourtant, Hermès s'est engouffré dans la cosmétique. Donc je me demandais quelle était la différence d'Hermès dans ce segment-là. Merci. 2 bonnes questions. Ouais. Alors la question sur l'impression, oui bien sûr, les techniques d'impression au jet d'encre existent. Nous avons des machines à impression jet d'encre.
Nous les avons perfectionnés parce que nous avons porté la complexité des couleurs au plus haut niveau. Je rappelle que, je rappelle ou je vous apprends plutôt parce que ça ne se sait pas, mais nous avons à Lyon la recette pour 75 000 couleurs. C'est un patrimoine incroyable. Alors le jet d'encre, oui, mais le jet d'encre ne peut pas tout faire. Et suivant le dessin, suivant la matière, par exemple, nous avons beaucoup d'articles en mélange soie et cachemire, notamment des châles, etc., qui ont beaucoup de succès. Ça, vous ne pouvez pas les imprimer au jet d'encre parce que ça va baver, en fait. Ça va pas, la matière étant un peu plus épaisse. Donc, oui, cette innovation existe, on l'a intégrée chez nous, mais pour des produits spécifiques. Ce qui nous guide, ce n'est pas la productivité, c'est l'adéquation du dessin avec une technique particulière d'impression. La deuxième question, c'était quoi déjà? Ah oui, les cosmétiques, oui. Alors, la deuxième question, en effet, on a un nouveau métier chez Hermès depuis 2 ans qui est la beauté. Mais d'abord, nous sommes parfumeurs depuis les années 50 et nous n'étions en effet pendant longtemps que parfumeurs. Alors, vous savez que ces métiers de la beauté s'expriment à travers 3 univers, c'est le parfum, le maquillage et le soin en général. Il nous a semblé qu'il était nécessaire maintenant d'étendre notre territoire. Mais ce que nous avons fait, et là on peut parler aussi du coût, c'est nous avons essayé de faire des objets. Pour nous, la beauté, c'est aussi des objets. Donc, on a eu un certain nombre d'appréciations, de critiques flatteuses sur la façon dont nous avons abordé ce métier. C'est-à-dire que notre objet, on a commencé par le rouge à lèvres, qui est un objet rechargeable et qui est un objet surtout très différent esthétiquement. On n'a pas de plastique dans nos tubes, on n'a pas de, enfin, on a essayé de faire un objet de qualité. Et donc, je crois que notre arrivée dans ce métier est plutôt réussie. Mais vous avez raison que on pourrait rapprocher les cosmétiques des lunettes. Les lunettes, je n'ai pas voulu dire qu'on n'ira jamais. J'ai voulu dire que peut-être un jour, scoop, un de nos créateurs... Non, ce n'est pas un scoop parce qu'il n'y a rien en préparation. Mais peut-être qu'un jour, un de nos créateurs va venir voir mon cousin qui s'occupe de la création, Pierre-Alexis Dumas, et va dire « J'ai une idée géniale pour faire des lunettes que personne n'a faites ou qui sont tellement Hermès. » Et peut-être qu'on aura envie de le faire. Mais cette idée-là, pour l'instant, on ne l'a pas eue. Il faudrait inventer des lunettes qui donnent l'heure, par exemple. Je ne sais pas, un truc comme ça. Par exemple, oui. Jean-Louis Dumas aurait pu imaginer ça quand même. Monsieur. Bonjour, question pour Guillaume de Seine. Je voulais savoir, d'après vous, quel est l'atout majeur de la maison Hermès par rapport aux concurrents qui sont dans la production à la chaîne? Est-ce que pour vous, c'est prendre le temps ou bien peut-être le storytelling qui est autour de la marque ou encore autre chose? Je crois qu'il n'y a pas de recette pour expliquer ça. Il y a juste une incroyable cohérence du projet de cette maison sur 6 générations. Bien sûr, on est loin des harnais du départ et d'ailleurs, on ne fabrique plus de harnais. On fait toujours des selles, mais on ne fabrique plus de harnais, dont le marché est quand même assez limité d'ailleurs. Je crois que notre force, c'est d'avoir poursuivi, encore une fois, au cours de ces 185 ans, ce projet autour de la qualité de l'objet, de la qualité d'un objet à travers des savoir-faire exceptionnels, des savoir-faire artisanaux, et d'avoir conjugué ça, surtout à partir des années 20, avec la force de la création. Et ce propos-là, il donne il justifie le succès et la différence d'une maison comme la nôtre. En tout cas, c'est notre conviction profonde. Alors, il y a une phrase que j'aime bien et qui a été utilisée dans une campagne de publicité il y a maintenant une quinzaine d'années. On avait mis sur les images « Tout change, rien ne change ». Mais Hermès, c'est assez ça. Tout change parce qu'évidemment, le monde autour de nous a beaucoup changé. On s'est mis à l'Internet, on a même été pionniers, on a été les premiers à avoir un site Internet marchand. Les usages ont changé. Aujourd'hui, on ne vend plus de portefeuille comme j'ai moi pour mettre des cartes de crédit, puis des papiers, puis des billets. Plus personne ne fait ça.
Enfin, en tout cas, moi je le fais toujours, mais disons qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui n'ont plus que leur téléphone ou qui ont peut-être 2 cartes à transporter. Bon, bref. Donc le monde a changé. Cette clientèle asiatique, cette clientèle venue de nouveaux pays comme la Chine, elle évidemment qu'on ne l'avait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On a démarré il y a 25 ans là-bas. Et en même temps, rien ne change autour de ce propos basé toujours sur la qualité extrême, la qualité des matières, la qualité des savoir-faire, cette idée de ne pas transiger sur cette exigence et puis toujours de renouveler, de surprendre, d'étonner. C'est ça la création. Il faut être là où on ne vous attend pas forcément, sinon une vieille dame de 185 ans, ça ennuie tout le monde. Donc voilà la phrase que je voudrais citer en réponse à votre question. Oui, qui rappelle celle de Lampedusa, celle du Guépard, quoi. Il faut que tout change pour que rien ne change. Hein. Blandine, vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que des fois vous vous dites, tiens, si, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça? Non, moi ce que je pense surtout, c'est ce qui me fait écho, c'est quand vous parlez des matières qui sont plus ou moins précieuses, mais en tout cas qui sont de qualité. Je me dis que la matière est importante, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on en fait derrière. Et on parlait beaucoup d'industrialisation. Je pense que ce serait dommage de dépenser autant d'énergie à sourcer des belles matières si ce serait pour l'industrialiser. D'autant plus que c'est un vrai plaisir pour l'artisan d'avoir des matières de qualité. Et derrière, c'est comment on la sublime aussi. On en parlait plus tôt, chaque artisan a sa personnalité. Derrière chaque sac produit, il y a... Enfin, fabriquer, j'aime pas utiliser le mot produire parce que c'est vraiment... J'ai l'impression de fabriquer des sacs et non pas de produire. Il y a un artisan qui a une personnalité différente et qui du coup va mettre sa patte, ce que fera pas forcément une machine. Et pour moi c'est ça aussi notre rôle à nous en tant qu'artisans, c'est d'embellir les matières qui nous sont confiées, et je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup d'artisans à être aussi perfectionnistes, parce que du coup on se dit oh, quel dommage, une micro rayure sur un sac, c'est juste inenvisageable en fait. C'est inenvisageable et en même temps, la cliente, quand elle va l'utiliser, il va vivre le sac. Il va vivre, il va se patiner. Je suis prête à parier que si je vois un sac qui a 30, 40 ans, qui est censé être du crocodile lisse, donc on est censé se voir en miroir devant, je pense qu'il est devenu mat. Ça nous fait un peu, ça nous fait un peu mal au cœur, mais en tout cas, quand on le livre, il doit être nickel. Et ça, c'est une vraie satisfaction en fait. Mais c'est possible parce qu'il y a des belles matières. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vraiment se poser la question de ce qui est durable. Un objet qui est durable, c'est un objet qui traverse les époques, selon moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est un objet qui se transmet aussi. J'avais eu la chance de faire une démonstration dans une boutique à Paris. Donc j'étais là 3 jours pour pouvoir en fait fabriquer un sac en direct, et j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir, et dont une dame qui m'a approchée et qui était un peu gênée, mal à l'aise. Elle me dit en fait j'ai hérité ce sac de ma grand-mère. C'était un Kelly retourné, et c'était assez amusant parce qu'elle avait l'impression de pas tellement avoir sa place ici, mais elle était vraiment guidée par son cœur. Elle voulait faire revivre le sac de sa grand-mère, et donc elle était venue avec son sac. Et ça, c'est pas possible quand les matières sont pas belles à la base, en fait. Voilà. Monsieur, et puis ce sera la dernière question. Il nous faut conclure. Hein? Est-ce que vous avez une politique de collaboration avec d'autres marques ? Je me souviens, je dois être le plus vieux ici, je me souviens au salon de l'auto, d'une Renault 5 habillée aux couleurs d'Hermès. Je me souviens aussi d'une moto avec Philippe Stark, si j'ai bonne mémoire. Voilà, je voulais savoir quelle était... Il y a même eu une Bugatti, ouais, absolument. Même une Smart, une 2 chevaux. On appelle des capsules, je crois. Ouais. Alors, Guillaume de Seine. Oui, la réponse est plutôt non. On ne collabore pas avec d'autres marques. Et des bateaux. En revanche, on a une activité qui s'appelle Hermès Horizon, qui est un atelier extraordinaire à Pantin avec des artisans qui ont des grands savoir-faire et qui peuvent faire des objets sur mesure. Mais les objets sur mesure, ça peut aller en effet à des intérieurs de voitures ou des intérieurs de bateaux. Alors, on ne s'associe pas avec des marques vraiment, mais
il est arrivé que, par exemple, le groupe Peugeot nous avait demandé de faire, pour garder chez eux, une Citroën, une 2 chevaux, je veux dire, entièrement refaite à l'intérieur par Hermès. Alors, on ose imaginer le prix auquel il aurait fallu vendre cette voiture, mais ce n'était pas pour vendre, c'était pour... donc, ce n'est pas vraiment un partenariat avec une autre marque, mais il y a toujours cette activité d'Hermès Horizon et qui fait, je dois dire, des réalisations absolument incroyables. La 2 chevaux, vous l'avez exposée, on l'a déjà vu, cette 2 chevaux. Oui, on l'a exposée. Elle fait partie, sur ce coup-là, dans les... Est-ce qu'on peut le relier au savoir-faire? Elle fait partie de ce qu'on appelle la plaisanterie, le goût de la plaisanterie, de l'humour aussi, du jeu, hein, chez Hermès, qu'aimait bien Jean-Louis Dumas, de détourner aussi des objets, de faire des objets du quotidien, de rien, des objets luxueux, mais qui restent quand même, dans la fonction reste d'être un maître, d'être un tournevis, d'être... Il y a ça, en fait, non? Oui, enfin, c'est une maison où, Blandine a cité l'exemple des sacs en osier et cuir, c'est une maison où à la fois on aime ennoblir une matière qui est assez... L'osier, c'est assez banal, et puis on aime en effet agrémenter des objets du quotidien. Je pourrais citer une autre activité de la maison qu'on aurait pu évoquer, qui s'appelle Petit H, qui est une idée d'une de mes cousines, Pascale Mussard, qui est l'idée de, à travers des objets qui ont un petit défaut ou des restes de matière, de recréer des objets qui, eux, n'ont pas de défaut, évidemment. Et elle a, à un moment, elle a imaginé de faire la quincaillerie Petit H, donc d'avoir des objets du quotidien. Et moi, j'ai un magnifique truc pour ouvrir les caisses de vin, gainé de cuir, voilà, qui est un objet Petit H. Donc, on se donne la liberté aussi d'aller dans ce genre d'initiative, mais il y a toujours, comme l'a dit Blandine d'ailleurs très justement, il y a toujours la qualité de la matière et la qualité du savoir-faire qui est au cœur de ce que nous réalisons. Blandine, on va vous laisser le mot de la fin. Et sur cette question de temps, de prendre le temps, de savoir-faire, j'imagine que la chanson que vous devez détester le plus, c'est « Avec le temps va, tout s'en va », sauf Hermès. Oui, j'avais envie de réagir aussi par rapport aux questions des étudiants qui étaient... j'ai bien aimé le dicton que vous aviez cité, « La vraie richesse est le temps ». Et peut-être vous voulez la poser, parce que du coup ça me fait écho. Alors oui, le dernier mot alors, aux étudiants. Oui, la question était, la vraie richesse c'est le temps. Et vous qui vendez en partie un temps passé à fabriquer un produit et un savoir-faire qui va avec, qu'est-ce que vous pensez de ce dicton concrètement ? Et du coup, ce que je voulais apporter comme réponse, c'est que j'adore ce dicton. La vraie richesse est le temps, parce que je l'ai expliqué plus tôt. C'est vrai que le temps permet de patiner les beaux objets, d'apporter une vraie histoire en fait au produit. Mais j'aurais envie d'ajouter quelque chose en fait. La vraie richesse est le temps, mais c'est surtout ce qu'on en fait du temps. Et je pense que ça n'a jamais été aussi actuel que maintenant, parce que derrière l'objet, il y a des êtres humains, il y a des artisans qui vont utiliser justement ce temps pour sublimer l'objet, pour y mettre leur âme, pour y mettre une partie de leur personnalité. Et pour moi, je dis que c'est un sujet actuel parce que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça. On a un peu perdu ça et j'espère que l'artisanat durera parce que l'artisanat, c'est aussi un petit supplément d'âme qui est là pour les objets du quotidien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Oui, d'ailleurs, peut-être quand même, si pour évoquer ça, on sort peut-être, on va voir, mais en tout cas, on a vécu 2-3 ans très difficiles où un temps s'est arrêté. Comment s'est-il arrêté chez Hermès? S'est-il arrêté dans des temporalités différentes? Est-ce que vous avez arrêté, vous, de faire des sacs? On a arrêté de vendre, mais pas complètement, puisque Internet a pris le relais. Comment ce temps-là, qui est donc a priori justement depuis 185 ans, est votre allié? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit qu'il y avait des risques, des vacillements, des incertitudes dans la maison, autant que l'on soit grand patron ou que l'on soit artisan sellier maroquinier? C'est évidemment une période qu'on n'avait pas anticipée et qui était inédite pour nous tous. Il y a eu un temps où on a arrêté la fabrication, oui, au moment du premier confinement, où l'inquiétude était tellement forte dans le pays qu'il était impossible
il paraissait impossible de mener une activité collective en dehors des activités évidemment essentielles pour la nourriture, etc. Alors, en fait, on a repris assez vite, au bout de 3 semaines, parce que les maisons comme les nôtres sont devenues des maisons mondiales, et donc le monde ne s'est pas arrêté en même temps. Et au moment où l'Europe s'arrêtait et les États-Unis, la Chine sortait du sujet pour y replonger, ce qu'on voit maintenant, mais enfin c'est un autre débat, mais, et repartait très fortement. Donc on a eu un temps d'arrêt, c'est vrai, en France, total, qui était inédit. Mais nous, on a bien sûr eu à cœur de maintenir tous les emplois, de maintenir toutes les rémunérations, sans demander les aides de l'État. Et c'est vrai que la solidité financière de la maison nous a aussi permis ça. Et ça nous paraissait bien sûr essentiel. Et puis, on a repris finalement assez vite. Mais ça a été une période très, enfin, comme pour nous tous, très particulière et très inattendue. Blandine Hubert. Moi, c'est un peu particulier parce qu'en même temps que le temps s'est arrêté au niveau professionnel, en tout cas, il ne s'est pas arrêté, mais il s'est suspendu. Je suis devenue maman, donc le temps s'est vraiment arrêté pour le coup. Et j'ai repris plus tard, donc l'activité avait déjà un peu repris. Mais c'est vrai chez les collègues qui n'étaient pas forcément en train d'accoucher. Chez les collègues, ils ont repris assez rapidement le travail, mais par vagues. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se sentaient pas de reprendre en fait. Il y a des personnes qui étaient angoissées par l'actualité. Donc ils ont voulu reprendre plus tard. Voilà. Donc en fait ça s'est fait en plusieurs temps pour pouvoir respecter aussi la volonté de chacun, les peurs de chacun, parce que c'était quand même un événement insolite, et aussi pour pouvoir respecter la vie qui continue de l'autre côté. Donc par exemple des projets bébés qui étaient pas forcément prévus à la base, et ou aussi des gens qui étaient en difficulté au niveau santé. Évidemment, c'est des personnes qui n'ont pas repris tout de suite, qui ont repris plus tard. Nino Lévy, Brice Delamare, merci beaucoup. Guillaume de Seine, merci beaucoup. Blandine Hubert, merci beaucoup à vous. On me dit que notre temps est terminé. Donc nous allons le rendre à la suite de ces débats ici à la Sorbonne, sous l'œil de Corneille et Molière. Et merci de votre attention à vous toutes et à vous tous.